Dans une demi-heure, rendez-vous avec l'info. Mais avant l'info, rendez-vous avec Arnaud. Bonjour à tous, bienvenue dans Avant l'info, je suis Arnaud, très heureux de vous accueillir comme tous les jours sur Radio Shalom entre 17h30 et 18h avec aujourd'hui pour m'accompagner la pétillante Milady. Bonjour Milady. Bonjour Arnaud. Un petit nouveau dans l'équipe également, Bruno Chevillon est avec nous. Bonjour Bruno. Première radio, oui. Détendu. Non, pas du tout. Et notre invité aujourd'hui pour nous accompagner, ça fait quelques années qu'il est là, il est passé du plus petit au plus grand, des fourmis aux dieux, en passant par les thanatonautes, en passant par les anges. Aujourd'hui, il vient pour un nouveau livre qui vient de sortir, qui est sorti au mois d'octobre. D'ailleurs, comme tous ses livres depuis quelques années, c'est Monsieur Bernard Werber. Bonjour. Bonjour. Merci d'être dans Avant l'info. C'est impressionnant de vous recevoir. Je ne suis qu'un simple être humain qui écrit des histoires, mais ça fait plaisir de vous impressionner un peu. Mais je me vois comme un artisan qui essaie de faire le plus joli travail et d'amuser un peu. Enfin, pas d'amuser, dans le sens de user l'âme, c'est-à-dire de donner aux gens à réfléchir. J'écris pour donner aux gens à réfléchir et pour qu'ils s'amusent en apprenant des choses. Et ben, le dernier livre, donc Depuis l'au-delà, fait réfléchir sur la vie après la mort, puisque Oui. En quelques mots, c'est un auteur qui se réveille un matin avec l'idée de son nouveau livre. Il a dit, je vais commencer le livre en disant, je suis mort. Et puis, au cours de la journée, il se rend compte qu'il est vraiment. Exactement. Et il va être aidé par une médium du nom de Lucie pour enquêter sur sa propre mort. C'est bien ça? Est-ce que c'est bien résumé sans trop donner de détails? C'est exactement ça. Étant écrivain, vous avez dû quand même vous interroger sur vous-même. L'idée de faire ce roman est issue de la rencontre avec une médium qui m'a raconté des histoires passionnantes parce que elle me proposait un système cohérent. C'est comme si on faisait un petit monde, quand on fait un roman, et on a peur qu'il s'effondre parce qu'il y a des erreurs quelque part. Et elle, tout ce qu'elle me racontait était très cohérent, très logique. Et au bout d'un moment, j'ai pris des notes et je me suis dit, voilà, je suis pas dans j'y crois pas, je suis dans elle me raconte quelque chose qui va me servir pour moi-même faire un récit. Et ce récit, c'est le quotidien des médiums qui est une vie comme une autre. Elle vous a mis en relation ou avec peut-être quelqu'un de l'au-delà qui avait envie... Non, vous n'avez pas tenté. Non, je ne suis pas tenté parce que je crois que s'ils sont de l'autre côté, c'est qu'il y a des raisons. Et si on est de ce côté, c'est qu'il y a des raisons. Dans votre livre, on se rend compte qu'ils ne sont pas forcément de l'autre côté, qu'il y a une partie qui sont passés, qui se sont réincarnés ou montés, mais il y en a beaucoup qui restent présents sur la Terre. Exactement. Enfin, la théorie que j'utilise, qui est reprise de la plupart des spiritualités, qu'on trouve aussi dans la Kabbale, qu'on retrouve même dans la spiritualité juive, c'est que, en gros, au moment où vous mourrez, on vous propose un choix. Enfin, vous choisissez par vous-même. Le premier choix, c'est de rester là, pour rester près des êtres qu'on aime. Donc, c'est un peu la curiosité de savoir l'après soi-même, qu'est-ce qui va se passer. Et l'autre choix, c'est monter vers la lumière et donc se réincarner pour apparaître dans la peau d'un nouveau petit bébé. C'est la migration des âmes. Tout à fait. Et donc à partir de là, j'ai pris cette hypothèse au pied de la lettre, c'est-à-dire que mon héros va se retrouver, Gabriel Wells, va se retrouver avec ce choix. C'est est-ce que tu vas aller vers la lumière et redémarrer? C'est un peu comme un ordinateur, on le reboot. Nouveau logiciel. Est-ce que tu veux rester en veille avec l'idée que tu peux surveiller ce qui va se passer, mais par contre tu peux plus agir sur la matière. C'est ça. Donc tu traverses les murs et en plus quand tu parles, il y a que les médiums qui t'entendent. Les autres êtres humains ne t'entendent pas. Et encore les bons médiums. Les vrais. Les bons médiums. Ma médium considère que 95% des médiums ne savent pas. C'est des charlatans. Ne savent pas le faire. Ce sont des charlatans. Et puis les 5% des autres arrivent à se brancher dans le monde invisible et à entendre des âmes. À ce petit détail près que je trouvais intéressant qu'on me l'a raconté, c'est que les âmes n'ont pas de passeport ou de carte d'identité. Donc si vous dites je veux parler à papa, il y a quelqu'un qui peut apparaître et dire je suis ton père, vas-y, pose-moi des questions. Usurpation d'identité, parce qu'il n'y a pas d'identité en fait. Et elle m'a raconté cette histoire d'une dame qui pensait parler tous les soirs à son père et lui a dit écoutez, je suis en train de discuter, j'ai un doute, je crois que c'est pas votre père avec qui vous discutez tous les soirs. On le retrouve dans le livre en plus. Voilà. Ouais. Et elle a dit posez-lui une question de votre enfance qu'il n'y a que votre père qui puisse répondre. Elle a posé la question, l'autre lui a dit écoute, je suis démasqué, en effet, je suis pas ton père, je me fais passer pour lui depuis le début, mais maintenant c'est trop tard, tu n'arriveras pas à te débarrasser de moi comme ça. C'est horrible. Elle a mis un an à s'en débarrasser. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut pas faire n'importe quoi. Et puis, les âmes étant censées parler le langage des esprits, donc vous n'avez pas de possibilité de
de reconnaître la voix. Vous avez juste, vous posez une question à quelque chose ou quelqu'un qui vous répond, mais vous ne savez pas qui c'est. En plus, mes 2 médiums me racontaient que parfois, elles n'entendent pas bien. C'est-à-dire que la personne n'articule pas ou n'est pas claire. Et donc, du coup, elles interprètent pour pas montrer... Attendez, elles peuvent pas dire, vous pouvez répéter, j'ai pas bien compris. et donc, c'est des problèmes très pratiques. Ça me semblait amusant de montrer le quotidien. Mais il y a, par exemple, Patricia, donc, qui est la dernière médium que j'ai interviewée, me disait qu'elle se fait déranger par moment dans la nuit. La dernière fois, c'était à 2h du matin, tout d'un coup. Alors, elle arrive à les voir. Elle voit une vieille dame et qui lui dit, je veux parler à ma fille. Elle dit, d'accord, elle s'appelle comment votre fille? Il fait, je ne me rappelle plus. Il fait, bon, alors comment vous appelez vous-même? Il fait, je ne me rappelle plus non plus. Il fait, écoutez madame, avec la meilleure volonté, si vous ne vous rappelez pas de nom de votre fille, vous ne vous rappelez pas de votre propre nom, vous allez me laisser dormir et puis je suis désolé, je ne peux rien faire pour vous. Et rappelez-moi d'une cabine téléphonique qui fonctionne. En gros, c'est ça. Stéphanie. Alors moi j'avais une question pour revenir un petit peu dans le livre. Au début, le personnage doit faire des choix de scénario pour son roman, pour son livre. Et vous, Bernard Werber, est-ce que vous avez des regrets dans vos propres choix, notamment d'écriture? Non. Merci. Bon, allez, bonne soirée. C'est une bonne question. Non seulement j'ai pas de regrets, mais par moments je me demande comment je suis arrivé à faire tous ces livres et trouver tous ces sujets. Quand je regarde derrière, je crois que j'ai eu beaucoup de chance, ou peut-être quelque chose là-haut qui m'a donné un coup de main. Dès que je me mets devant mon clavier, il y a des histoires qui apparaissent. C'est un mélange de ce que je vis, de ce que je sens, de ce que je rêve, et c'est de la joie. J'écris dans la joie, et pour que les gens lisent dans la joie, mais j'ai aucun regret. À la limite, mon seul regret, ça serait de ne pas avoir écrit plus de livres, mais actuellement en France, on peut sortir qu'un livre par an. Si on en sort 2, ça a l'air suspect. C'est déjà beaucoup, c'est ça, bien sûr. Bah oui, ça, on pense que soit le type a bâclé, soit il a un nègre, soit il l'a mal fait, quoi. Donc, alors que vous avez une véritable, on va dire, gymnastique quotidienne. C'est ça, c'est 4 heures par jour, on écrit. 8h, midi et demi, tous les jours. Et je crois que c'est comme un sport, c'est comme un marathon. Dès le moment où un pianiste qui fait ses gammes, dès le moment où vous pratiquez régulièrement tout le temps, au bout d'un moment, ça devient naturel, il n'y a plus d'effort. Moi, quand j'écris, je me marre. C'est-à-dire, je ne suis pas dans « je vais travailler ». Mais justement, quand on écrit autant, est-ce qu'il y a beaucoup de déchets? Est-ce qu'on jette beaucoup? Ah bah c'est ça, mes premières versions sont nulles. D'accord. Et en général, je fais une version A qui fonctionne pas du tout. Mais ma grande trouvaille, c'est que c'est de faire une B. Voilà, exactement. Plan B. C'est de faire une B, mais de faire une B sans relire la A. Ah, d'accord. Et souvent, je vois les écrivains, ils sont bloqués parce qu'ils font la A, ils n'arrêtent pas d'améliorer la A, qui du coup devient une sorte de barque avec des trous dans la coque. Ils mettent des rustines partout pour combler les trous, et ils ont une barque remplie de trous avec des rustines. Là, par exemple, sur Depuis l'au-delà, j'ai écrit 11 versions complètement différentes, de 400 pages, mais les 10 premières versions étaient mauvaises, donc je fais 10 mauvais romans pour que le 11e fonctionne. Je me rends bien compte que si je travaillais encore 1 an dessus, ça serait encore mieux. Mais là, il y a un moment, j'en ai marre. C'est comme un chewing-gum, vous avez tout le temps mâché, vous avez envie de passer à autre chose. Vous en avez un en stock? Un chewing-gum que vous gardez? Non, ça j'en ai tant besoin. Est-ce que vous avez un roman à côté? À côté de celui que j'écris. Ouais, enfin bon, oui. un roman que vous pourriez sortir effectivement et que vous travaillez depuis quelques années. Non, j'ai pas le roman parfait que je travaille à côté des romans non parfaits. Que vous dites, oui. Voilà, en général, je fais 2 romans par an, et il y en a un moment qui me semble plus intéressant que l'autre, donc j'en abandonne un. Bruno, une question. Moi, il m'a passionné ce roman. Nous aussi. Un nombre incalculable de questions à vous poser, mais vous parlez d'incipit, d'excipit. La première phrase, donc, et la dernière phrase d'un roman. Merci, monsieur Werber. Non, parce que tout le monde ne connaît pas. Ouais. Moi, je ne connaissais pas. Et donc, est-ce que vous, réellement, comme votre héros, vous essayez de trouver en priorité ces 2 phrases marquantes du début et de la fin? Du début et de la fin. Oui, tout à fait. Et je crois même que vous partez de la fin. Oui. Vous partez on va dire de la surprise finale, et qu'après vous écrivez tout le reste. Exactement. Pour moi, un roman, c'est un tour de magie, donc il faut préparer tout pour arriver au moment où on va sortir le lapin du chapeau. Mais tout le tour doit être conçu d'abord sur le moment où on va sortir le lapin du chapeau, et après on regarde comment on amène à ça. Ça se travaille. Je donne d'ailleurs des masterclass. Là, j'en fais une ce samedi au Théâtre des Feux de Rampe à 13h. Il y a des
des petites règles de respect du lecteur pour que ça fonctionne, l'une d'entre elles étant la surprise finale, l'autre étant la montée dramatique. Bon, là, on est peut-être hors sujet. C'est-à-dire qu'il faut que la tension de la narration monte jusqu'à un point qu'on appelle le climax, qui est l'endroit où on pense que tout est foutu et que le héros va échouer et que là, il s'en tirera jamais parce qu'il est face à une épreuve trop difficile. Et il faut arriver à trouver une pirouette qui va s'en tirer, mais que ça reste crédible malgré tout. Notre invité, donc Bernard Werber, pour la sortie du livre Depuis l'au-delà, chez Albin Michel, 440 pages. C'est-à-dire que imaginez que Bernard Werber a écrit 12 à 13 versions. Et ce que je trouve encore plus hallucinant, c'est qu'on parle de vos livres, mais il n'y a pas que ça. Vous êtes également peintre. Pas en bâtiment, hein, pas pour préciser. C'est ça. Vous faites des travaux. Non, mais j'ai la chance d'avoir des parents artistes. Et donc, du coup, je me suis cherché tout d'abord dans le dessin et après dans la musique. Puis je me suis aperçu que l'écriture était le mélange et du dessin et de la musique. Et ça permettait de faire beaucoup plus de choses, beaucoup plus vite, pour toucher beaucoup plus de gens. Je crois que si on fait n'importe quoi de manière régulière, même si on n'est pas bon, même si on est bête, au final, on va obtenir un truc intéressant juste par la pratique. c'est ce qu'on fait ici à la radio. C'est ça, voilà. Si vous plantez tous les jours des radis, pendant 10 ans, vous allez devenir le surdoué du plantage C'est de ça, en radis. fait. Tout simplement parce que la régularité finit, au bout d'un moment, rien que pour ne pas s'ennuyer, on finit par trouver des tas de trucs qui nous permettent de nous sublimer. Bruno, je crois que tu voulais poser une question sur un certain personnage du livre, c'est bien ça? De Jean personnage Moisy. du critique, Jean Moisy. En gros, des écrivains, si j'ai bien compris, et critiques de ce milieu de Saint-Germain qui ont l'air plutôt dans une élite. En Et En littérature. En très très gros. Est-ce qu'on parle de Yann Wax ou pas, quoi? Voilà, c'est ça. j'essaie En d'être deux diplomate. Voilà. Bon, alors, pour répondre à votre question, oui. Alors laquelle? Oui, La voilà. mienne ou la Alors sienne? là, vous répondez à quelle question? Ah mais oui, ma réponse, maintenant... Bon, Non, en- il y a... Si, je vais développer un peu. Moi, ça fait 26 ans que je suis dans ce métier. Il s'avère qu'au début, quand je suis arrivé, je ne connaissais pas les règles du jeu. Après, vu que j'ai commencé à exister, j'ai compris comment ça marchait. Déjà, le premier truc qui est très étonnant, c'est que les critiques sont des écrivains. Donc, c'est-à-dire la personne qui va juger votre travail est elle-même votre principal compétiteur. Donc ça, c'est assez surprenant. C'est comme si vous aviez une compétition de patinage artistique et c'est les autres patineurs qui vous disent ce qu'ils pensent de vous. Donc ça, c'est une première curiosité. Et la deuxième, c'est que c'est un monde qui, venant des universités de lettres, n'est focalisé que sur la forme et ne s'intéresse pas du tout à l'intrigue. C'est une règle qui a été posée, entre autres, par Marguerite Duras, qui est, pour faire un bon roman, il n'y a pas besoin de bonne intrigue. À partir de là, c'est développé ce que vous appelez une élite, moi je dirais plutôt un groupe de copains qui ont décidé de maintenir la littérature dans une littérature de style et de forme sans tenir compte de la qualité de l'histoire. Donc c'est un peu dommage parce que du coup on se fait envahir par la littérature américaine qui elle continue de privilégier l'histoire et du coup notre belle littérature française va étouffer sous ce groupe qui se bat pour faire la littérature chiante, quoi. Qu'on comprend pas tout le temps, en plus. Qu'on ne comprend pas tout le temps, c'est pas à la portée de tout le monde. Faut le dire. Surtout, il y a de moins en moins de jeunes qui lisent, il y a de moins en moins de gens qui lisent. Il y a peut-être aussi une raison, c'est que le système est verrouillé par un groupe de putschistes qui se maintiennent dans des privilèges et des honneurs. Et vous en vendez. Contrairement à des livres Qui sont oui. primés plus que d'autres. C'est ça. C'est pas tellement en vente, c'est avoir des lecteurs. Oui, c'est Parce ça, que même enfin, dans les bibliothèques, ça me va aussi, dans les tablettes. L'important, c'est que les gens lisent et qu'ils me posent leurs yeux sur des lignes et qu'ils avancent dans l'intrigue. Il y a Jean d'Ormesson qui disait « Je suis pas sûr que mon œuvre survive ». Là, j'écoutais les interviews. Je suis pas sûr que son œuvre survive. Par contre, il est passé à la télévision, il a existé. Donc, il a fait sa part, son job par rapport à son talent. Et la télé étant très importante, et vu qu'il a innové avec ça, il a pris la place d'un grand écrivain. Mais il y a des écrivains qui me semblent plus importants, notamment, par exemple, je cite Pierre Boulle, qui a écrit La planète des singes, qui est inconnu et dont l'œuvre va résister au temps parce qu'il a touché un vrai problème qui est comment va avancer notre civilisation. Et vous donniez du plaisir aux gens. Puisqu'on parlait d'Yann Moix, clairement, vous avez dit que il est dans le roman. Un petit peu quand même. C'est un hommage. C'est un petit hommage. Fromage. Dommage.
Ramage. J'ai croisé cet individu qui ne présente pas tellement d'intérêt. Même d'en parler là, c'est pas... D'accord, ok, juste une question. Est-ce que vous avez déjà fait participer à l'émission On n'est pas couché? Et si on venait à vous le proposer, pas nous, hein, mais eux, Alors, est-ce que vous Je accepteriez? l'ai déjà fait à l'époque, c'était avec Nolo. D'accord. Et je me suis aperçu qu'il n'avait pas ouvert le livre. Aïe. Donc je l'ai signalé dans l'émission. J'ai dit, je ne comprends pas comment il peut faire une critique puisqu'il ne sait pas ce qu'il y a dans le livre. Exactement. Et ça a été coupé coupé au au montage, bien montage. sûr. Voilà. Donc après, le débat, c'était sur... moi, j'ai dit qu'il y a une tradition en France qui est celle de Jules Verne, du roman scientifique. Il a dit qu'il n'aimait pas Jules Verne, que c'était nul. Et bon, bah, s'il n'aime pas Jules Verne, c'est son droit. Et puis moi, si j'aime Jules Verne, c'est mon droit. Oui, bien Maintenant, sûr. voilà, c'était le seul contact que j'ai eu dans l'émission de Ruquier Ok. avec ces snipers. Et je crois que c'est du show de télé, donc c'est pas, malheureusement, il n'y a que ça qui est visible pour le monde de la littérature, mais c'est pas là-dedans qu'on va savoir où sont les bons livres. Ouais. Vous parliez justement de vous intéresser à vos lecteurs. À un moment donné, il y a un personnage à qui on propose une réincarnation et on lui dit voilà, tu peux te réincarner en cet enfant qui va atterrir dans une famille où on va t'encourager à devenir ce que tu as envie de devenir. Ouais. Est-ce que là aussi, vous adressez particulièrement à vos lecteurs, à cette génération de personnes qui travaillent, qui en ont un petit peu marre de faire un métier juste pour l'alimentaire? Est-ce que c'est ça le but ou pas? Là encore, la réponse est oui. Décidément. Mais vu que votre question est déjà On a une lu le réponse... Non, mais vu que votre... bah oui, Eh ben, nous, on l'a je lu, vois hein. bien. Ouais, je vois bien. Ah, on n'est Mais- pas chez Ruquier, nous. Ah, exactement. mais vu que votre question est déjà... Il y a déjà tout ce que j'ai envie de dire, donc Ouais. je ne peux qu'approuver. Moi, je crois que les gens sont malheureux quand ils n'ont pas trouvé leur place, de manière générale. Tous les gens qui vous disent « Ah, mon travail, je ne supporte plus mes collègues, je ne supporte plus mon chef, je suis mal payé », ça signifie une chose pour moi, c'est que tu n'as pas trouvé le bon travail. Après, les aménagements, l'inconfort est lié, c'est la manière d'exprimer ça. Mais ce qu'ils disent aussi, c'est « Et j'ai pas le courage d'en chercher un autre ». Alors, j'écris des livres pour vous dire « Ok, vous risquez de passer... » Moi-même, j'ai une période de chômage et de traversée du désert. Vous risquez de passer par une période de traversée du désert et de chômage. Mais ça vaut le coup de prendre le risque, de trouver le bon endroit où vous êtes bien, plutôt que de vous forcer à supporter un endroit où vous êtes malheureux et où, au final, vous allez finir par faire un burn-out ou faire une dépression. J'ai envie de dire, privilégiez votre plaisir de travailler avant tout et regardez après les avantages, l'argent, les honneurs, les privilèges, parce que sinon l'argent et les honneurs et les privilèges, vous allez payer autrement, très cher. C'est que quand vous aurez 95 ans et que vous êtes sur le point de mourir, vous allez dire, zut, je suis passé à côté de ma vie. Et dans tous mes romans, j'essaie de transmettre cette idée. Elle est la qui est question dans le trouver votre place. Mais je vais préciser aussi une petite autre chose qui est hors sujet, c'est que c'est pareil dans le couple. Si les gens sont malheureux en couple, il faut pas... Divorcer. En tout cas, il faut pas dormir ensemble. Il faut pas serrer les dents en se disant ça va s'arranger. Ouais. S'il y a une erreur de casting au départ, avec le temps ça va pas s'arranger. C'est juste, ça correspond à une époque et puis il y a autre chose qui va arriver après. Tous les endroits où les êtres humains se mettent en prison, ils sont malheureux. Donc, il ne faut pas se mettre en prison volontairement. D'ailleurs, j'utilise souvent cette image quand je vois des gens, quand j'ai des amis que j'aide à sortir de leur prison, Ouais. je leur dis, c'est la sortie d'Égypte. Vous faites votre sortie d'Égypte. Il y a un moment où vous étiez esclave. Alors, esclave, on est nourri tous les jours, on a un abri, on est avec un milieu professionnel qu'on connaît, mais quand même, on se prend des coups de fouet. Ouais. Vous êtes un coach, en fait. J'essaie. Mais il y a Ouais, quelque chose de l'ordre du bien-être dans ce Ouais, livre, c'est bien. carrément. Et l'autre choix, ça consiste à quitter l'Égypte pour traverser le Sinaï 40 ans. Et quand on sait qu'il faut manger de la galette. Voilà, sans levure. Et en plus, il n'y a pas beaucoup d'eau. Tout le monde s'engueule un peu peut-être sur la route. Donc, est-ce que vous êtes prêt à ne plus avoir de coups de fouet, plus de chef qui vous dit qu'il faut transporter des cailloux, enfin, pour ne plus avoir de coups de fouet, plus de chef qui vous dit qu'il faut transporter des cailloux, à faire 40 ans de traversée du désert sans être sûr, en plus, d'arriver en terre promise. Il n'y a pas la garantie, parce qu'il y en a quand même qui ont dû mourir en chemin, qui n'ont pas vu la terre promise. Et en plus, il y avait un risque qu'ils ne la trouvent jamais. Ouais. Maintenant, avec le recul, on se dit ils ont bien fait de le faire, mais à l'époque... Vous savez, je me rappelle, quand j'avais vu les 10 commandements, il y avait un groupe qui, à mi-chemin, s'est dit « Bon, quand même, le désert, c'est trop dangereux, on va tous mourir, donc on revient ». Et dans la réalité, on trouve d'autres sources qui racontent ça, et donc il y a un groupe qui est revenu, et se sont tous fait tuer. Ouais. Donc il y a un moment, on y va,
on prend le risque et 100% des gens qui ont eu des vies extraordinaires, je pense par exemple à Steve Jobs ou tous les grands créateurs, même Léonard de Vinci, il y a un moment où ça a été dur pour eux. Einstein, je regardais la vie d'Einstein qui est fabuleuse, la série de Genius de National Geographic. Il y a un moment, il fallait y croire pour continuer à avancer, sachant que tout l'entourage vous disait laisse tomber, ça marchera pas, et puis de toute façon, on n'a pas besoin de toi, et voilà. Donc il faut croire un peu en soi, et surtout cette idée, trouver sa place. Et trouver sa place, c'est l'endroit où on est. On a du plaisir à rentrer chez soi, à se lever le matin en se disant chouette, une nouvelle journée, je vais pouvoir faire des tas de trucs, et où on peut exprimer, pas forcément de manière artistique, mais en tout cas, on peut exprimer ce qu'on est réellement et non pas faire comme les autres pour s'intégrer au groupe. Ça, vos parents vous l'ont inculqué quand vous étiez jeune ou c'est venu avec le temps? Mes parents m'ont fait ce super cadeau de me foutre la paix. Et c'est ce que je conseille à tous les parents. Je fous la paix aussi à mon grand-fils qui a 23 ans, qui à un moment a renoncé à ses études d'ingénieur pour devenir scénariste. Et donc actuellement, il n'a pas de boulot. Mais je continue à avoir confiance en lui et je lui fais le même cadeau qu'on m'a fait et que je vous conseille de faire. C'est qu'à un moment, faire confiance dans ses enfants et leur dire « Ok, tu as pris un chemin un peu parallèle, mais je crois que si tu es intelligent, tu es débrouillard, tu pourras quand même y arriver. » Et s'ils échouent, ne pas les enfoncer. C'est ça. Voilà, mais bon... Les soutenir jusqu'au bout et dans toutes les situations. Ouais, Puisque et les parents, ils puis- sont là pour ça, en fait. Et puis ne pas s'ils sont en terre d'Égypte en train de recevoir des coups de fouet pour ramasser des cailloux, ne pas leur dire c'est bien, tu gagnes ta vie. Oui, voilà, c'est ça. Leur dire attends, tu sais, il y en a qui ont traversé le désert, ils ont trouvé un truc sympa de l'autre côté, ils Ça a ont mis du formé temps. des petites communautés hippies, ils ont fait de la récolte et puis la bouffe était pas mal. Et au final, ils étaient plutôt heureux, plus heureux Ouais. que ceux qui sont restés. Donc nous avons tous, de toute façon, même vous trois qui êtes en face de moi, je pense que vous avez dû avoir votre sortie d'Égypte, Oh oui. parce que ça fait partie du Il y en a qui creusent encore, hein. Je vous le dis. Ah, ça fait partie de la roue de vie, là, ça fait partie de l'évolution, par exemple, des cartes du tarot. Oui. Il y a la mort renaissance, c'est la 13. Vous avez aussi la tour Dieu, ça, quand la tour s'effondre. Il y a un moment où les choses s'effondrent. Il ne faut pas s'affoler, ça veut juste dire que sa vie Faut va reconstruire. changer. Il faut reconstruire. Et reconstruire, juste, il ne faut pas être feignant. Il faut se dire on va finir par avoir du plaisir à Il faut avoir construire. beaucoup d'estime de soi aussi pour se dire, voilà, je suis capable de reconstruire parce Pas que... forcément de l'estime. Alors là c'est intéressant de croire. Croire en soi. Le mot croire doit s'appliquer. Il faut croire en Dieu, ça ne sera jamais vérifié. Croire qu'on parle à ses parents qui sont morts, ça sera jamais vérifié. Mais croire en soi, c'est-à-dire le matin quand vous lavez les dents, vous voyez cette tête en face et vous dire « moi je crois que toi tu vas réussir », c'est plus important et ça évite de faire une psychanalyse, ça évite de se tromper et dans son couple et dans son travail et ça permet d'être heureux. Bernard Werber, il y a une émission juste après et on peut pas pousser les Dommage. oreilles, mais on aurait pu rester des heures encore. C'est juste passionnant ce que vous dites et également votre livre, donc Depuis l'au-delà aux éditions Albin Michel. Juste une petite dernière question. Est-ce que quel est le but de la ramification de tous vos personnages depuis les fourmis jusqu'à aujourd'hui, cette famille Wells, de citer systématiquement l'encyclopédie du savoir relatif et absolu. Est-ce qu'il y a un but final? Peut-être qu'à la fin, on va pouvoir voir Si tu une le mets- pyramide, Ouais. une grande cathédrale qui va se dessiner devant Alors- nous. Vous avancez à vue. Là encore, je suis tenté de répondre oui. Alors d'abord, la famille, l'encyclopédie, ça me permet de faire que mes lecteurs apprennent des petits trucs réels et vérifiés qui leur permettront de briller en société parce qu'ils sauront des choses que les autres ne savent pas. Donc ça permet de mettre des connaissances, mais isolées en caractères gras C'est ça. et sur 10 lignes au milieu du récit. Et quant à la famille Wells, en effet, c'est une sorte de clin d'œil pour ceux qui ont lu plusieurs de mes livres. Ils retrouvent ce lien avec cette famille qui est une... Enfin, le grand-père... Enfin, non, pas le grand-père. Edmond Wells s'est inspiré de mon propre grand-père qui tenait un petit carnet dans lequel il notait tout ce qu'il découvrait. Et vu qu'il est mort alors que j'avais 13 ans, je me suis dit, tiens, je vais essayer de le faire revivre à travers mes livres. Et c'est comme ça que j'ai fait Edmond Wells, ce personnage. Et je reçois du courrier pour Edmond Wells, pour mon personnage, comme Conan Doyle recevait du courrier pour Sherlock Holmes. Et ça fait une sorte de lien, de fil directeur, de fil rouge. Et
Maintenant, je comprendrai exactement ce que je veux faire quand j'écris mon dernier livre. En fait, c'est une fois que je serai mort que j'aurai compris ce que je voulais faire. Pour l'instant, je continue de faire un livre, puis un livre, puis un livre. Puis après, je peux sortir de chez vous et me faire écraser ou me prendre une balle. Et puis, ça voudra dire que l'œuvre s'arrête. Mais c'est pas moi. C'est gay tout ça. Non, c'est l'acceptation du destin. Et ça participe aussi au bonheur. C'est quand on n'est pas en train de se dire « Oh là là, c'est affreux ce qui m'arrive » ou « Je suis dans un monde trop violent ». C'est dans « Ok, je suis dans ce jeu-là ». Comme une pièce d'échec, elle est au milieu du jeu. On n'a pas à critiquer l'échiquier ou à critiquer les autres pièces. On va faire maintenant sa trajectoire de fou, de cheval ou de tour pour arriver le plus loin possible. Et après, le moment où ça s'arrêtera, ça veut dire que la trajectoire s'arrêtera, c'est tout. Est-ce que le jour où vous disparaîtrez, vous irez voir une médium pour qu'elle parle à vos enfants et à vos petits-enfants? Vous êtes du genre ou pas? D'après vous? C'est une bonne question, j'en sais rien. En tout cas... après avoir écrit le livre, je me suis dit, si je meurs, je reste un petit peu pour voir quand même, déjà assister à mon enterrement, et puis voir un peu comment ça va se passer après. Je veux savoir qui est là. lire les nécrologies, est-ce qu'elles sont sympas ou pas. Et puis, une fois que ça sera fait, parce que quand même, le problème des amérantes, c'est que vu qu'ils ne mangent pas, ils ne dorment pas, ils ne font pas l'amour, à un moment, ils s'ennuient un peu, quoi. Donc, après, tant pis, reboot de l'ordinateur. Je renais en bébé. Et puis... Mais si je renais, j'aimerais bien reprendre une vie similaire à celle-ci, parce que celle-là est vraiment bien. Je pense que c'est vraiment ma meilleure. Le seul fait de pouvoir même faire des interviews comme ça, sympa, je trouve ça très chouette. Pouvoir diffuser des idées, fabriquer des personnages, voyager. Nos ancêtres n'avaient pas cette chance. Il y en a très peu qui voyageaient. Une fois qu'ils avaient un boulot, c'était à vie. Une fois qu'ils avaient une femme, c'était à vie. Des pauvres. Et quand ils étaient en prison, dans la prison de leur travail et du monde social, il n'y avait personne pour leur dire « Attendez, vous pouvez faire autre chose. » Parce qu'on leur disait « Oh là, si tu bouges, toi, tu vas déstabiliser tout ton entourage. En plus, regarde, tu as une famille, tu as une femme. Tu ne peux pas remettre tout ça en question. » Et donc, ils ne savaient pas... mourir et renaître dans une même vie pour avoir plusieurs vies dans une. Là, cette génération, notre génération, moi j'ai eu au moins 3 ou 4 vies. J'ai une vie de journaliste, j'ai une vie d'écrivain professionnellement, j'ai eu plusieurs vies de couple. Et chaque fois, j'ai appris tellement de choses, j'ai tellement évolué. Moi, je souhaite à tout le monde d'évoluer. C'est même pas d'être heureux, c'est d'apprendre, d'évoluer. Et après, naturellement, on devient heureux. Merci beaucoup Bernard Werber, c'est la fin de cette émission, merci d'avoir suivi. Je vous donne rendez-vous donc déjà pour le livre Depuis l'au-delà de Bernard Werber chez Albin Michel, et puis donc samedi rendez-vous au Feu de la Rampe pour une masterclass à partir de 13h, et puis pour les réservations vous allez sur le Facebook Bernard Werber officiel. Merci beaucoup Bernard Werber. Je vous laisse tout de suite avec l'information. Bernard Aboif, Pierre Gandu, suivi du forum des auditeurs, et puis à 19h30 Marc Scalia pour M comme musique. Merci Bruno pour ta première, merci Mélodie, à très vite, au revoir. C'était Avant l'info avec Arnaud. Avec Bye Bye Knit, premier centre de traitement anti-poux en France. Bye Bye Knit, BYEBYENITS.com.